attaque. La Cour de l'Union, basée à Luxembourg, répond à l'arrêt rendu mardi par la Cour constitutionnelle allemande. La Cour de justice européenne rappelle qu'elle est la seule compétente pour constater qu'un acte d'une institution est contraire ou non au droit européen. Elle ajoute que des divergences entre les juridictions des États membres quant à la validité de tels actes seraient en effet susceptibles de compromettre l'unité de l'ordre juridique de l'Union et de porter atteinte à la sécurité juridique. Les juges allemands somment la Banque centrale européenne de justifier son dispositif de rachat de dettes publiques. Cette décision juridique pourrait avoir de lourdes conséquences politiques entre les États membres. Une cour nationale s'est placée au-dessus de la Cour de justice de l'Union. Cela ne remet pas seulement en cause la politique monétaire et la politique économique. Cela remet en cause les fondements légaux et juridiques sur lesquels l'Europe s'est construite. La décision allemande pourrait créer un précédent employé par d'autres États membres qui pourraient contester les décisions de la justice européenne. Valéry Giscard d'Estaing accusée d'agression sexuelle. Anne-Catherine Streeck, journaliste de 37 ans travaillant pour la télévision publique allemande WDR, a affirmé hier que Valéry Giscard d'Estaing, actuel membre du Conseil constitutionnel et ex-chef de l'État, 1974 à 1981, lui a, à 3 reprises, posé la main sur les fesses lors d'une interview réalisée dans son bureau parisien. Elle confirme ainsi des informations publiées mercredi soir par les quotidiens français Le Monde et allemand Süddeutsche Zeitung. J'ai décidé de raconter mon histoire parce que je pense que les gens doivent savoir qu'un ancien président français a harcelé sexuellement une journaliste, en l'occurrence moi, après une interview, a-t-elle expliqué. Elle a adressé sa plainte pour agression sexuelle au parquet de Paris le 10 mars 2020. Elle est soutenue par son employeur qui a diligenté une enquête indépendante. Le parquet de Paris n'a pas voulu faire de commentaires dans l'immédiat. Également sollicité, l'entourage de Valéry Giscard d'Estaing n'a pas non plus répondu. Vers mes fesses. Les faits se seraient produits le 18 décembre 2018 pendant une interview avec M. d'Estaing, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance d'Helmut Schmid, ex-chancelier allemand qu'a côtoyé l'ancien président français lorsqu'il était à l'Élysée. Après l'interview, j'ai demandé à pouvoir faire une photo avec M. d'Estaing et mes collègues. Cette photo a été prise par son assistante. J'étais debout à gauche de VGE et, pendant la photo, il a mis sa main sur ma taille gauche, qui a ensuite glissé plus loin vers mes fesses et est restée là, déclare Madame Streeck. Une situation qui se serait répétée à 2 autres reprises, lors d'une nouvelle photo et alors que l'ancien président lui montrait des anciennes images de lui aux côtés d'autres chefs d'État ou de sa famille. J'ai encore essayé de le repousser, mais je n'ai pas réussi, précise-t-elle. Pour se libérer de cette situation qu'elle qualifie de « très dégradante », elle affirme avoir obtenu l'aide de son caméraman qui, renversant un abat-jour et plaçant une chaise entre l'ancien président et la journaliste, a cherché à faire diversion. De retour à Cologne, où se trouve le siège de WDR, elle fait part de cette situation à son employeur qui prend l'histoire au sérieux. La direction de la chaîne mandate alors un cabinet d'avocats pour recueillir le témoignage de la journaliste et de ses collègues. Encouragé par Diez Metou. Le média mandate ensuite un cabinet d'avocats français qui envoie en juin 2019 une lettre au bureau de M. d'Estaing, qui accuse réception 4 semaines plus tard. WDR y écrit ne pas pouvoir tolérer que nos employés soient confrontés à de telles situations.
La journaliste décidera de porter plainte près d'un an plus tard et de raconter son histoire publiquement, encouragée par le mouvement d'IS-MeToo de libération de la parole des femmes pour combattre le harcèlement sexuel. Avec cette plainte, Madame Streeck souhaite l'ouverture d'un débat de société sur le harcèlement sexuel, et plus de courage pour s'exprimer et nommer les choses. L'ancien chef de l'État français Valéry Giscard d'Estaing, 94 ans, est visé par une plainte pour agression sexuelle déposée par une journaliste allemande qui l'accuse de lui avoir à plusieurs reprises touché les fesses fin 2018. François Asselineau accusé de harcèlement sexuel, je lui dis d'arrêter, mais ça le fait marrer. François Asselineau est accusé par un ancien collaborateur de harcèlement et d'agression sexuelle. Alors que la victime a porté plainte mardi, le président de l'UPR est poussé vers la sortie par son bureau national. Libération a recueilli des témoignages accablants. François Asselineau est accusé par un ancien collaborateur de harcèlement et d'agression sexuelle. Alors que la victime a porté plainte mardi, le président de l'UPR est poussé vers la sortie par son bureau national. Libération a recueilli des témoignages accablants. Après avoir crié à la tentative de putsch et à la machination politique, François Asselineau, confiné dans sa maison de campagne de la Nièvre, s'est enfermé dans ses habituelles explications juridiques alambiquées. Le président de l'Union populaire républicaine, UPR, formation qui prône le « Frexit », est accusé par un ancien collaborateur de harcèlement et d'agression sexuelle. La victime présumée, âgée de 26 ans, a déposé une plainte mardi au commissariat de sa ville d'origine, dans l'Allier. Il a aussi pris contact avec un avocat parisien. Mathieu, qui a travaillé à l'UPR entre septembre 2019 et mars 2020, en qualité à la fois d'attaché de presse et de chauffeur de François Asselineau, affirme que ce dernier l'a manipulé pendant des mois et plusieurs fois embrassé contre sa volonté. Les accusations du jeune homme, incongrues et mensongères, auxquelles j'apporte le démenti le plus catégorique, a fait savoir Asselineau, viennent alourdir des semaines de crise au sein du mouvement. 20 membres de son bureau national, sur 28, hors président, ont convoqué leurs dirigeants au sujet d'une série de faits d'une exceptionnelle gravité. Dans une lettre envoyée le 17 avril à François Asselineau, révélée quelques jours plus tard par Le Figaro, ces militants de la première heure évoquent une démission inéluctable de leur président fondateur, des documents et des témoignages indiquant l'existence de relations particulières et plus qu'insistantes de votre part à l'égard de collaborateurs, dans le cadre professionnel, ont été source de graves souffrances psychologiques. 0,9% des suffrages. Ce sont des méthodes fascistes, dignes de la Stasi, d'une extraordinaire violence. Qui est-ce qui, en ce moment, a intérêt à démolir l'UPR alors que mes analyses sont de plus en plus présentes? C'est défendu Asselineau, sur Beurre FM. Il n'y a pas d'homme politique qui, lorsqu'il prend de la notoriété, ne fasse l'objet d'attaques, a ajouté l'énarque de 62 ans. Inspecteur général des finances, François Asselineau a fondé l'UPR il y a 13 ans. Sa formation, à la base militante hétéroclite mais qui n'a aucun élu, réunit aujourd'hui 14 817 adhérents, selon le récent décompte d'une source interne ayant accès aux fichiers. L'homme, connu aussi bien pour ses longues conférences sur l'Europe, que ses raccourcis historiques servant un discours aux accents parfois paranoïaques, mais extrêmement sourcés, selon ses supporters, a été candidat à la présidentielle 2017, où il a obtenu 0,9% des suffrages. En réponse au Bureau national, Asselineau, qui a refusé nos demandes d'interview, a affirmé que Mathieu a révélé au fil des semaines un comportement tendant au déséquilibre. Puis il a convoqué un congrès, lequel pourrait se tenir le 6 juin prochain. F.A. Son surnom à l'UPR, compte se présenter à sa réélection, lors d'un vote à distance, avec derrière lui une liste pour remplacer le Bureau national, dissident. Une précipitation qui vise à éviter de parler du fond, analyse un membre. La réaction de l'instance est inédite dans un mouvement à la verticalité imposante.
Le bureau national de l'UPR n'existe que pour la forme, ne pèse sur aucune décision interne. Plusieurs des signataires avaient cherché à discuter avec Asselineau courant avril, sans que celui-ci en accepte le principe. Il y avait urgence à agir, car on avait des éléments qui disqualifient notre candidat pour la prochaine présidentielle. Il fallait essayer de sauver notre projet avant qu'il soit sur la place publique, considère un membre du bureau national. Moment festif. De façon assez paradoxale, tout a explosé à l'UPR le soir du Brexit, le 31 janvier. Le parti a organisé un événement dans une salle attenante à ses bureaux du 26 rue Baffroy, à Paris. La formation veut fêter en grande pompe la sortie du Royaume-Uni de l'UE, avec une série de discours et un décompte à minuit. Ce qu'elle fait, des dirigeants souverainistes ont été invités, notamment l'ex-FN Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, DLF, ou encore Jean-Frédéric Poisson, du Parti chrétien-démocrate. Malgré quelques réticences de départ, l'événement, rendu possible notamment par le travail de mise en relation de Mathieu, se passe bien. Photo de famille, pour un soir, Asselineau se voit au centre du jeu politique. Il a l'air heureux, il se montre avec plein d'invités, certains viennent alors qu'ils ne sont pas annoncés, raconte un témoin. Le même décrit Mathieu, affairé à Pepelane au milieu, très content de lui. Persuadé d'être un élément clé. Il a été en contact avec certains chefs de parti. Il vit un peu son moment. Les choses se passent puis l'UPR rend la salle, on se retrouve au siège, en face, pour un verre de l'amitié, on trinque à la cuvée UPR, un champagne. Moment festif. Soirée bouclée à 3 heures du matin. Problème, plus tôt, dans l'après-midi, un incident a provoqué des tensions entre François Asselineau et son attaché de presse, qui aura des répercussions plus tard, alors que tout le monde est en train de préparer la salle pour la fête, le jeune homme est encore au restaurant avec des amis. L'incendie, tu es où, tout le monde t'attend, connard je vais te virer, Mathieu répond, continue comme ça, et demain l'UPR n'existera plus. Vive la France. Un after est organisé non loin, dans une location Airbnb, rue du Moulin-Joly, à 25 minutes à pied. Le lieu a été booké par un adhérent que tout le monde connaît à l'UPR où on l'appelle, le Suisse. Une trentaine d'adhérents s'y rend. Petit fond sonore, ambiance bon enfant. Mais Mathieu paraît agité. Quand un militant lui demande ce qui cloche, il prend plusieurs salariés à part et les emmène dans une chambre. Ce qu'il va leur raconter va les faire tomber de leur chaise, rapporte l'un d'eux. Le jeune homme alors âgé de 25 ans dit être harcelé par Asselineau depuis des mois, il n'en peut plus, ça le gêne et lui pourrit la vie. FA me met la pression, il m'envoie des trucs bizarres, raconte Mathieu. Le président l'appellerait tous les jours, lui ferait des avances. Une fois, il lui aurait caressé la main alors qu'il conduisait la voiture du parti. Et une autre, il l'aurait embrassé sur la bouche alors qu'il dormait sur le siège passager. À chaque fois, je lui dis d'arrêter, mais ça le fait marrer point. Un matin, chez un couple d'adhérents qui a accueilli les deux hommes en marge d'un déplacement près de Bourg-en-Bresse, Mathieu aurait surpris François Asselineau l'observer en train de faire sa toilette, par une fenêtre donnant sur sa salle de bain. J'ai vu sa grosse silhouette à quelques centimètres de la vitre floutée derrière moi, rapporte Mathieu. Quand je l'ai engueulé, il a nié point. J'ai un QI de 162. Lorsqu'il fait ce récit, Mathieu a l'air choqué. Choqué et énervé, raconte une personne présente dans la chambre. On voit qu'il n'est vraiment pas bien, il a une sorte de craquage. En même temps, il rapporte des trucs hallucinants, je le regarde et c'est la sidération. Je me dis, ces choses paraissent tellement délirantes qu'il exagère forcément. D'autant plus que ces confessions sortent de nulle part. Ce qu'ignore encore ce cadre, c'est que Mathieu s'est déjà confié à des proches. Il m'a dit très tôt ses craintes de travailler avec une personnalité pour le moins complexe, dont les sentiments pourraient franchir les bornes de la simple amitié.
tout bien pesé, il a fait le pari qu'une relation tant amicale que professionnelle avec François Asselineau était possible, et qu'il saurait, dans tous les cas, la contenir dans des limites du raisonnable, assure un ami, dans un témoignage envoyé à Libération. Pour prouver ses accusations, Mathieu montre sur son téléphone des textos et des vidéos de cette soirée arrosée, au restaurant Le Cru Rollin, à Paris, où Asselineau s'est lâché. Il veut que les autres voient l'autre visage du président de l'UPR. Puis Mathieu fait lire un mail que des observateurs qualifieront après coup de tentative d'emprise. Un dimanche, le 1er décembre 2019, l'attaché de presse s'est rendu à une visite au moulin de Claude François, dans l'Essonne. Et y a pris des photos pour les envoyer à Asselineau et le faire enrager. D'habitude, c'est avec lui qu'il pratique ce genre d'activité culturelle. J'ai bien fait d'y aller sans toi, lui dit-il. En réaction, l'énarque lui envoie ceci: si j'avais un QI de 60, j'aurais déjà oublié que c'est toi qui avais pris l'initiative de me proposer d'y aller ensemble. Tu connais le problème, je n'ai pas un QI de 60. Si j'avais un QI de 100, je ferais une scène ponctuée de reproches, je te révélerais que j'ai pleuré comme un enfant abandonné. Seulement voilà, j'ai un QI de 162. Pour ce qui concerne notre relation quasi surnaturelle, le processus psychique qui t'anime et celui qui m'anime échappent à nos volontés conscientes. En bref, je te manque et tu me manques. Depuis ma toute petite enfance, je ne supporte pas que quelqu'un qui me fait une promesse, quelle qu'elle soit, ne la tienne pas. Je vis cela comme une trahison. J'ai lu ces choses ahurissantes en termes de relations particulières, c'était psychologiquement perturbant, raconte une femme présente chez le Suisse. On ne peut pas arriver à avoir ce genre de rapport dans un contexte professionnel normal. C'est trop décalé. J'ai dit à Mathieu, ça a l'air douloureux, si tu ne le supportes plus, c'est à toi de mettre une limite. Si besoin, tu dois te faire aider, et si tu as été dans une situation compliquée, tu dois porter plainte. Si tout ce que tu dis est vrai, réagis. Relation socratique. La jeune femme se méfie, Mathieu n'a pas très bonne réputation à l'UPR. L'embauche du jeune homme à un poste aussi proche du président, sans qualification, sur la foi de son bagou, n'a pas été vue d'un bon œil en interne. Mathieu a arrêté l'école à 16 ans, n'affiche sur son CV que des petits boulots, il a bossé à l'usine, a été menuisier, peintre en bâtiment, a travaillé en EHPAD. Il ne doit son poste d'attaché de presse chauffeur qu'à la seule décision de François Asselineau. Les deux hommes se connaissent depuis une rencontre au sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand, en 2017, année de l'adhésion de Mathieu à l'UPR. De fil en aiguille, et à force de rencontres, ils sont devenus amis. Asselineau promène Mathieu dans Paris, lui fait découvrir les arènes de Lutèce, la Grande Mosquée, le Père-Lachaise. Le jeune homme se dit impressionné par celui qui a été candidat à la présidentielle. Il présente Asselineau à sa grand-mère, ses parents, ses amis. J'étais fier de me balader avec lui, c'est quand même quelqu'un d'important, raconte Mathieu. Il est embauché le 16 septembre 2019. C'est après que l'enfer a commencé. Jusqu'à ces accusations du 31 janvier 2020, personne ne remarque rien. Le jeune homme a quand même cherché à en parler au secrétaire général de l'UPR, Benjamin Nard, proche d'Asselineau. Il est allé le voir dans son bureau, au moins 2 fois, mi-janvier. Jusqu'à présent tout s'était bien passé. Mais Mathieu raconte que François le harcèle, qu'il ne peut plus le supporter. C'est assez flou à l'époque. Il lui dit, tu as 25 ans, tu sais te défendre, tu lui mets une tarte, raconte une source à la direction. À l'époque, il ne parle pas de harcèlement sexuel. Nara, un peu sauté sur l'occasion pour lui trouver une porte de sortie, car ce n'était pas un collaborateur en qui il avait confiance. Il lui a dit, soit la situation est supportable et tu supportes, soit non et on trouve une solution. Mathieu lui montre le mail du moulin. Sa réaction, cela faisait querelle sentimentale. Cela fait penser à une relation socratique, sans la dimension sexuelle. Mot d'excuse.
Une scène va contredire les impressions de ce collaborateur. Elle a été racontée par des adhérents de l'UPR à son bureau national. Ils ont aussi rédigé un témoignage à l'attention de la police. Ce à quoi ils ont assisté les aurait marqués pour longtemps. 2 mars 2020. Mathieu, qui s'est mis en retrait de l'UPR depuis quelque temps, a invité des amis du parti à dîner chez lui, dans son petit appartement au centre de Paris. Le studio de 17 mètres est chichement décoré, Mathieu le loue 765 € par mois. François Asselineau s'est porté garant pour le dossier. Dans la pièce unique, il y a, 3 fois rien, un micro-coin cuisine, un canapé, 2 tabourets. Au bout d'un certain temps, Mathieu apprend à ses invités ce qui s'est passé le soir du Brexit. Il nous dit être victime de harcèlement. Qu'il reçoit une pluie de messages d'Asselineau, raconte des témoins à Libération. Pendant qu'on prenait l'apéritif, FA tentait d'ailleurs de le joindre, on lui dit qu'il pouvait le rappeler devant nous. Mathieu téléphone donc au président de l'UPR et active son haut-parleur. L'échange va durer 45 minutes. On a assisté à une conversation indescriptible, tant elle était malsaine, glauque. C'était délirant, pervers. À l'autre bout du fil, François Asselineau a l'air de simuler des pleurs. Je t'ai cherché toute la journée, je me sens mal, je suis très angoissé par la situation. Puis, devant la froideur de Mathieu, il va subitement changer de ton. Débute une série de reproches, ce n'est pas bien d'aller raconter que je te harcèle. Je t'aime, et toi aussi, tu m'aimes. L'autre répond que non. Asselineau, là, tu dis ça parce que tu n'es pas lucide. Tu es rarement lucide d'ailleurs. Il veut désormais passer chez Mathieu. J'entends un homme qui n'a plus aucun sanglot dans la voix, une voix sans affect, qui tente de s'imposer, raconte un témoin. Toutes les phases de la manipulation y passent. Comme il n'obtient rien, l'homme politique va encore changer de registre. Asselineau aborde maintenant la question du contrat de travail de Mathieu, en CDD jusqu'à fin mars. Tu en es où des dossiers? Je ne te paye pas à rien foutre. Et soudain fait cette proposition, j'aimerais pouvoir te garder, mais les autres ne vont pas vouloir que je t'impose si tu ne me signes pas cette lettre. La lettre en question est un mot d'excuse qu'Asselineau a rédigé à la place de Mathieu, dans lequel il revient sur ses accusations du 31 janvier 2020. Il hurle, tu vas me le signer parce que François Asselineau te le demande. Son contenu, Monsieur le Président, je vous présente mes excuses sincères et tous mes remords pour la conduite inacceptable que j'ai eue dans les heures suivant la grande fête du Brexit. Vous savez que fréquenter les hautes sphères de la politique est très nouveau pour moi. Je me suis hélas laissé entraîner à outrepasser mon rôle. Ayant abusé d'alcool, j'ai craqué nerveusement. J'ai porté contre vous des accusations qui sont à la fois mensongères et abjectes. Avec le recul, je suis honteux et je me rends compte de la gravité de mon comportement. Je me dois de porter à votre connaissance que je souffre parfois de troubles bipolaires de comportement. Je vous suis infiniment reconnaissant de m'avoir donné une chance pour sortir de la condition très modeste de mon milieu et d'avoir donné un sens à ma vie. Mathieu refuse de signer le document. Avant qu'il raccroche, François Asselineau lui lance « Tu n'es rien sans moi ». Le prénom a été changé à sa demande. Donc, dans quel monde vit-on? Toujours dans le même monde. J'emmerde les francs-maçons. Voilà, bah écoutez,
N'ayons pas peur. Es tu pinche masonería, güey. Es lo que querías. Ana Cecilia Diego Benavides. Aquí te traigo, culera.